J'ai le grand plaisir de retrouver Eric Aubin derrière ce micro. Bienvenue Eric. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes chargé de la communication à UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs, et que d'ailleurs vous êtes une équipe aussi à Saint-Malo. Exactement, UFC exactement. On est une équipe et on va développer de plus en plus les relations justement pour faire connaître, faire savoir, informer, prévenir plutôt que guérir. Voilà, il vaut mieux. Alors aujourd'hui Eric, vous allez nous parler des fraudes bancaires, le hold-up numérique du quotidien. C'est ça, et ça porte bien son nom. Malheureusement, ouais. Et quelques chiffres pour commencer sur le contexte de cette chronique. En fait, les fraudes bancaires sont de plus en plus importantes. On a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir en nous indiquant qu'elles ont fait l'objet d'une fraude liée à un faux conseiller. Elles ont reçu un appel téléphonique, on leur a dit qu'ils allaient avoir... le faux conseiller voulait vérifier l'information parce qu'il y a un débit de 8 000 € qui est à destination de je ne sais pas quel pays. Et donc, évidemment, la personne s'affole immédiatement. 8 000 €, elle ne peut pas se permettre de perdre ça. Donc, Et puis, elle voit que c'est le numéro de téléphone de sa banque qu'il appelle en plus, parce qu'ils arrivent à détourner le numéro. Oui, alors ça c'est important. Ça c'est très important, ouais. Parce que oui, elle est persuadée d'avoir son conseiller en ligne. On en parlera après, on va y revenir sur les détails. Et puis voilà, et puis il lui demande des informations. Il dit vous inquiétez pas, on va mettre fin à ça, on va bloquer simplement pour bloquer le versement. Alors attendez, je saisis les 8 000 € pour bloquer le versement. Vous allez recevoir un SMS avec un code, vous me donnerez le code, et en réalité le code qui va être donné, il va servir à l'escroc pour payer, pour sortir 8 000 € du compte avec la validation finalement du client ou de la cliente qui a pensé bloquer et qui en réalité a autorisé le débit. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le côté typique, classique, mais ils sont très forts parce qu'ils vous donnent votre solde de banque, ils vous donnent toute une série d'informations qui vous mettent en confiance, et c'est là-dessus qu'ils jouent. C'est vraiment, aujourd'hui les gangsters vont plus braquer les banques, ils vous braquent ils braquent votre téléphone, ils vous envoient un SMS, ils introduisent un malware dans vos données, ils ont énormément de ressources, et donc il faut qu'on soit énormément prudent de notre côté face à ça. Oui, Eric Aubin, selon la Banque de France, plus d'1 million d'opérations frauduleuses ont été enregistrées en 2024, selon la Banque de France. C'est ça, et on peut supposer qu'il y en a même encore plus, parce qu'il y a des personnes qui font l'objet d'opérations frauduleuses et qui finalement se disent bon allez, je mets ça de côté, j'ai pas envie de m'en occuper, ça va être plein de démarches, voilà. Donc le recensement qui est fait n'est pas forcément la réalité. À mon avis, la réalité est plus importante. Et on est tous potentiellement victimes. On est tous, alors on le sera. Un jour ou l'autre, malheureusement. Je peux vous rassurer, on le sera tous. Et là, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il ne faut pas mettre d'amour-propre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il suffit d'être un peu fatigué, d'avoir à un moment donné une baisse de notre vigilance, ou alors on est... vous savez, c'est l'histoire du colis. On attend un colis, du coup on reçoit un SMS qui nous dit que notre colis est bloqué et qu'il faut cliquer sur un lien pour le bloquer. En réalité, c'est un coup du hasard parce que l'escroc ne savait pas du tout que vous alliez recevoir un colis, mais c'est bien tombé, vous avez cliqué et là vous êtes rentré dans quelque chose. Et puis parfois on se sent un petit peu idiot en se disant mais franchement, alors je vais tout vous dire, ça m'est arrivé. Je suis quand même censé connaître les ficelles de ce qui peut se passer. Bah ouais, mais à un moment donné, tout se conjugue bien, vous êtes sûr d'avoir affaire à quelqu'un. Il vous a même envoyé sa carte d'identité, alors qu'il a détourné l'identité de quelqu'un. Vous êtes mis en confiance et vous vous faites rouler de 500 balles. Bon, on y passera tous, il faut le savoir. Il n'y a pas d'amour-propre, on en parle, on fait les dépôts de plainte qu'il faut, on fait les mains courantes, on informe la police. On va y revenir justement. Besoin d'avoir ces informations, et puis on ne met pas d'amour-propre là-dessus, ça arrivera à tout le monde. On va y revenir, on va nommer les choses aussi, Eric Aubin, pour les auditrices et les auditeurs, parce que le phishing, c'est le hameçonnage, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, donc ça, c'est la fraude la plus répandue en France actuellement, j'ai vu. C'est ça, exactement, et ça va être la prise d'identité, en fait, d'une façon ou d'une autre. On va essayer de prendre autant d'informations sur votre identité que possible, et puis à partir de là, on va les exploiter pour vous mettre en confiance. Oh, ça passe par le voice phishing notamment. C'est ça, le voice phishing, le SMS, le Smith phishing, voilà. Faux support technique également, donc les fenêtres qui s'affichent sur l'ordinateur. Ça, c'est drôle parce qu'il y a un de nos conseillers à l'UFC Que Choisir qui, il y a quelques années, est tombé là-dessus. C'est-à-dire une fenêtre qui s'est ouverte sur son ordinateur en disant attention, vous faites l'objet tout va s'arrêter, vous faites l'objet d'un braquage sur votre ordinateur. Du coup, appelez tel numéro, il a appelé le numéro, et puis en fait, il s'est rendu compte assez vite que mais qu'est-ce que je fais? Il a éteint son ordinateur, c'est ce qu'il faut faire. Donc, quand il y a ce type de fenêtre qui arrive,
On s'affole pas, on éteint l'ordinateur, on rallume l'ordinateur et comme par magie, la fenêtre ne réapparaît pas, tout va bien. Et, voilà. Et puis on n'hésite pas, et c'est important de le dire et de le redire, il faut vraiment faire les mises à jour. Oui. Parfois, il y a des personnes au niveau qui sécurité, disent, oui. Oui, au niveau sécurité, ça comble des failles de sécurité qu'il peut y avoir dans les systèmes d'exploitation, que ce soit dans le système d'exploitation du téléphone ou de l'ordinateur. On fait les mises à jour, on ne clique jamais. Alors là, on va être simple. Vous ne cliquez jamais sur un lien issu d'un émetteur que vous ne connaissez pas. Votre colis est en errance, on ne sait pas où il est, cliquez sur le lien. Non, non. Je vire le SMS, si c'est un SMS. Si vraiment il y a un problème, ils sauront comment me contacter, je verrai à ce moment-là. Il vaut mieux se dire que l'administration, tout comme les sociétés privées, vont être capables de vous recontacter s'il y a un vrai souci. Donc on résiste à l'envie de tout de suite cliquer sur un lien, parce que derrière, ça va avoir des effets délétères. Alors, il y a des organisations criminelles, de véritables organisations qui sont derrière, en fait. Tout ça, c'est structuré. C'est très structuré maintenant. C'est un vrai business. On s'est terminé les faux. Alors, on en reçoit encore parfois des emails qui sont truffés de fautes d'orthographe, mais c'est terminé. C'est une mafia qui est très organisée. On sait d'où ça vient, géographiquement ou de plusieurs pays? Non, à ma connaissance, c'est très difficile à détecter parce que vous pouvez très bien avoir des jeunes. C'est pas si compliqué que ça à faire finalement. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle des mules. En France, donc, en France, des jeunes dans les cités ou ailleurs qui vont avoir l'appât comme du ces deux jeunes de 20 ans à Rennes l'an dernier, je crois, selon Ouest France. C'est ça, qui se sont fait alpaguer, qui servaient de mules pour justement détourner de l'argent auprès des gens. Donc voilà, encore une fois, il y a un moyen de se résister à ça, c'est de ne pas cliquer là où on vous demande de cliquer. Ouais, l'UFC Que Choisir, Eric Aubin, nous le rappelle, aucun organisme officiel, et ça on le souligne en gras, ne vous demandera de transmettre vos coordonnées bancaires par mail ou téléphone. Ça, c'est un principe à garder en tête. Voilà, exactement. Et puis un conseiller qui vous appelle, il vous demande pas, il n'a pas besoin de vous raconter votre vie, le solde de votre compte, etc. Par exemple, un avocat avec qui on travaille disait il était en Thaïlande, je crois, il avait payé avec sa carte bancaire. Du coup, son conseiller l'a appelé en lui disant est-ce que vous êtes bien à l'étranger? Il a dit ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous prévenir, je suis à l'étranger. Ça a pris 10 secondes, ça s'est arrêté. Voilà, une conversation avec son conseiller. Dans ce cadre-là, ça prend très peu de temps, il n'a pas besoin de vous donner plein d'informations. Et si vous avez un doute, vous raccrochez, vous rappelez votre banque, parce que là, vous êtes sûr que c'est vous qui faites le bon numéro. À présent, Eric Aubin, on peut se dire, mais si on est victime, au fond, la banque, elle doit nous rembourser, non? Alors la banque a l'obligation de vous rembourser sous deux excuses possibles. Enfin, ce n'est pas des excuses, c'est la réalité. C'est soit elle arrive à prouver que vous êtes, vous, à l'origine de la fraude, et que vous essayez d'entourlouper la banque, soit vous avez fait l'objet d'une négligence grave. Mais alors ça, c'est très compliqué de réussir à définir exactement ce qu'est une négligence grave. Et de plus en plus, d'ailleurs, il y a des arrêts de la Cour de cassation maintenant qui essaient de dire oui, non, mais la personne a suivi un mouvement qui lui était donné alors qu'elle avait fait confiance. Elle n'a pas fait l'objet d'une négligence grave. C'est plutôt vous, la banque, qui avez fait l'objet d'une négligence grave parce que vous n'avez pas donné les moyens de contrôle comme la double identification pour que la personne évite de se faire rouler. Et alors les banques n'aiment pas ça, évidemment, mais elles vont tout faire, alors pas toutes, ne caricaturons pas, mais ça leur coûte très cher parce qu'il y a beaucoup de fraude. Et donc, bien souvent, certaines banques vont essayer de vous faire porter le chapeau. Mais pour ça, elles vont avoir une démarche un petit peu particulière en disant, bon écoutez, non, nous on y est pour rien. Là-dessus, elles ont raison. C'est une responsabilité sans faute légalement. C'est-à-dire qu'elles ont la responsabilité, mais ce n'est pas elles qui ont fait la faute. Il y a eu un faux conseiller, elles y sont pour rien. Ce n'est pas elles qui ont dépêché le faux conseiller. Donc elles vont vous dire, il faut que pour qu'on prenne votre dossier en charge, il faut que vous déposiez une plainte, que vous nous envoyiez le dépôt de plainte et à partir de là, on pourra voir ce qu'on peut faire pour vous rembourser. En fait, derrière, elles vont avoir besoin de prendre le maximum d'informations et de détails parce que probablement le policier ou le gendarme va vous demander des informations supplémentaires et donc vous allez donner des détails et elles vont ensuite utiliser tout ce que vous avez expliqué lors de votre dépôt de plainte pour vous dire ah oui mais là vous auriez pas dû faire ça, là c'est pas conforme à nos conditions générales, là ceci, là cela. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des avocats, enfin les avocats en tout cas avec qui on travaille à l'UFC Que Choisir,
font en général une première consultation du dossier qui est gratuite et parfois disent non, je ne prends pas le dossier parce qu'on est à peu près sûr de perdre. Vous avez donné tous les détails, y compris peut-être au travers d'un entretien téléphonique qui a été enregistré par la banque et qu'elle pourra faire valoir. Vous avez donné tous les détails. Moi, avocat, je ne prends pas le dossier parce qu'on est sûr de perdre et je ne vais pas vous facturer des honoraires pour rien. Voilà, donc il faut vraiment, faire le dépôt de plainte, oui. On peut n'envoyer que le récépissé du dépôt de plainte avec la signature, mais il n'y a pas le détail. Ou bien alors on dit simplement, j'ai suivi les instructions et on m'a pris de l'argent. Voilà, on essaye de ne pas donner d'informations supplémentaires. C'est à la banque, et je le répète, ça n'est pas au consommateur de faire la preuve qu'il n'a pas été négligent, c'est à la banque de faire la preuve qu'il a été gravement négligent. Et si elle ne peut pas en faire la preuve, eh bien, elle est obligée de rembourser. Elle a très peu de temps pour le faire. En général, on dit que c'est 2 jours, mais ça peut aller jusqu'à 1 mois, ok. Et si ça ne se passe pas, on prend un conciliateur ou on prend un médiateur public, idéalement, qui va essayer de gérer la situation et de faire peut-être une proposition qu'on sera libre d'ailleurs d'accepter ou de refuser. Parfait. Et concrètement, que doit-on faire si ça nous arrive? Alors, ces arnaques, la réactivité, c'est à ça qu'on doit penser tout de suite. Je crois que les 3 premières heures sont primordiales. Hein. Les 3 premières heures sont primordiales. Dès qu'on l'identifie, il faut vraiment immédiatement faire le signalement. En réalité, on a 13 mois. 13 mois, hein, pas plus, parce que si c'est plus que 13 mois, il n'y a aucune possibilité de reprendre le dossier. Donc j'ai 13 mois pour signaler à la banque le fait que j'ai fait l'objet d'une fraude. Et ensuite, j'ai 5 ans pour pouvoir obtenir réparation. Donc s'il faut que j'aille en procédure ou autre. Maintenant, l'Union européenne dit que ça doit être fait le plus tôt possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrivera au 10e mois, cette personne est dans les 13 mois de délai, mais si elle arrive au 10e mois, ce sera pris comme un mauvais élément parce qu'elle était censée signaler à la banque la fraude dès qu'elle en a eu connaissance. Et si elle en a eu connaissance 10 mois plus tard, c'est qu'elle est laxiste, qu'elle ne fait pas ses comptes. Et donc, d'une certaine façon, ce n'est pas étonnant qu'elle se fasse avoir. Donc, vous voyez, il faut, dès qu'on repère ça, il faut immédiatement faire à ce moment-là le signalement auprès de la banque et que ce soit acté. Ce qu'on appelle l'opposition. Hein, alors ça peut être sur la carte ou le compte. Ouais. Ça peut être opposition, ça peut être information par mail, par courrier recommandé ou autre. Il faut évidemment en avoir une trace écrite. Il faut faire quelque chose. Signaler la fraude sur la plateforme officielle Perceval, notamment. Perceval ou Thésée, exactement. Ouais. On va pouvoir à ce moment-là déclarer également la fraude. Donc ça c'est bien parce que ça informe justement les pouvoirs publics du fait qu'il y a aujourd'hui encore tel réseau qui est orchestré de cette façon-là qui parvient à faire des arnaques. Vous conseillez, Eric Aubin, avec UFC Que Choisir, d'informer notre banque par écrit et pour contester les débits? Toujours. Il faut laisser une trace écrite. Même si vous parlez avec votre vrai conseiller, vous lui confirmez les propos que vous avez eus avec lui par mail. Parce qu'un mail, ça a valeur c'est la même chose qu'un courrier recommandé, à partir du moment où il vous signale qu'il l'a reçu, évidemment. Mais il n'y a que les écrits qui seront pris en compte si on doit aller plus loin, que ce soit par le médiateur, le conciliateur ou par la justice. Oui, alors la plainte, pour constituer une preuve, en fait, elle n'est pas obligatoire pour obtenir un remboursement. Non. Nulle part dans les textes, il est dit que que le consommateur doit déposer une plainte. C'est pas du tout obligatoire. C'est la banque qui le demande pour se nourrir des informations qui sont dedans. Mais il n'y a aucune obligation. Maintenant, c'est mieux de déposer la plainte, ne serait-ce que pour que les pouvoirs publics, les forces publiques, puissent avoir une main courante, identifier comment s'articulent les réseaux et pouvoir agir derrière. Mais il n'y a pas d'obligation légale à le faire. On peut saisir le médiateur bancaire ? On peut saisir le médiateur bancaire. C'est gratuit ? Voilà, exactement. C'est gratuit. On peut saisir un conciliateur également. Voilà, on est moins friand à l'UFC Que Choisir des médiateurs privés parce qu'ils sont payés à ce moment-là peut-être par la banque, donc on se dit qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts. Voilà, c'est un médiateur public, c'est bien, un conciliateur, c'est très bien.
Un dernier recours, Éric Aubin, on peut porter le litige devant le tribunal judiciaire. Absolument. On peut. Alors voilà, vous avez fait les démarches. Vous avez. Alors peut-être, ça va être intéressant de le dire. En dessous de 5 000 euros, passer par un médiateur est obligatoire. Au-dessus de 5 000 euros d'escroquerie, là c'est pas obligé. Maintenant, la justice aime bien qu'on passe par un médiateur ou par un conciliateur. Et puis ensuite, si rien n'aboutit, ou si vous refusez parce que vous vous êtes fait arnaquer de 10 000 euros et le médiateur vous propose généreusement 1 000 euros au titre de la banque, vous refusez. À ce moment-là, vous allez peut-être en justice avec un avocat. Le rôle de l'UFC s'arrêtera là. On suivra, mais c'est pas nous qui plaidons. On n'a pas pouvoir de le faire. Évidemment, pour l'UFC, on n'agira que si on a une victime qui s'adresse à nous et qui est adhérent, parce qu'on n'a pas le droit de le faire pour n'importe qui, on doit le faire uniquement pour les adhérents. Et d'après C'est que choisir encore, Éric Aubin, plus de 60% des décisions de médiation se concluent par un remboursement total ou partiel du client. C'est ça, ça marche. Oui, ça marche bien, et il faut savoir que, alors c'est une procédure très longue, mais l'UFC Que Choisir a déjà déposé 12 plaintes contre 12 banques, 12 groupes bancaires qui justement ne respectaient pas les lois. Et parce qu'il faut que ça cesse, quoi. Il y a des lois, et quand on se fait arnaquer, c'est la double peine si en plus la banque ne veut pas rembourser, alors que légalement elle est obligée de le faire. Et depuis 2023, pour être tout à fait précis, certaines juridictions condamnent même les banques à des pénalités de retard. C'est ça, à partir du moment où on est allé au-delà du délai de termes, remboursement tardif. Voilà, c'est ça, il peut y avoir des frais qui ne sont pas très souvent appliqués, mais ça peut arriver. On peut rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs, Éric Aubin, que pour prévenir ces risques, on peut activer la double authentification sur tous nos comptes. Il faut le faire, absolument. Absolument. Je fais une opération, je vais avoir un code qui sera reçu sur mon téléphone et que je ressaisirai sur mon... C'est indispensable d'avoir cette protection-là. Elle est beaucoup plus difficile à contourner pour les arnaqueurs, d'où le fait qu'ils vous appellent et qu'ils vous mettent en confiance pour avoir ce fameux code qu'évidemment vous ne partagerez jamais avec personne. Il faut vérifier systématiquement les adresses web. Il faut vérifier les adresses web. Le fameux cadenas. Il faut bien vérifier l'orthographe également. GTPS, si vous avez Crédit Agricole avec un S à agricole.com, ça ressemble au vrai, mais c'est pas le vrai. C'est comme le Canada Dry. Donc on n'utilise pas de lien reçu par SMS pour accéder à notre espace client, ça on l'a dit. C'est ça. On tient à jour nos logiciels, encore une fois, et antivirus. Il faut garder une trace écrite de chaque contact avec la banque. C'est ça. En cas d'étiage, chaque mail ou relevé peut devenir une preuve. C'est ça. Il faut vraiment constituer son dossier pour que la banque sache qu'elle a affaire à quelqu'un qui est informé. Et c'est pour ça que l'UFC Que Choisir va vous aider à justement pouvoir prendre les bons outils pour défendre votre cas. Enfin, Éric Aubin, le mot de la fin sera pour vous, pour cette chronique sur les arnaques et de relations avec nos banques. Oui, faites très attention. On a très récemment, et ça va me prendre 10 secondes de vous le dire, vous pouvez, maintenant avec l'intelligence artificielle, les arnaqueurs arrivent à imiter la voix de certaines personnes. Vous pouvez avoir votre fille qui vous appelle, soi-disant, mais c'est pas votre fille, mais c'est la voix de votre fille. Elle vous appelle pour vous dire il faut que tu m'envoies un virement pour que je paye le taxi. Et en fait, elle vous donne un numéro de virement à suivre et c'est pas du tout votre fille en réalité. Donc en fait, vous raccrochez, vous rappelez votre fille si c'est le cas. Attention. C'est difficile maintenant de savoir ce qu'on peut, s'il faut croire ce qu'on voit et s'il faut croire ce qu'on entend. Donc c'est un petit peu de recul. On fait attention à ne pas à gérer nos émotions, à ne pas se précipiter. On rappelait, dans le cas de ma fille qui m'appellerait, la rappeler, c'est pas compliqué. Mais faites attention, faites attention également aux RIB. Enfin, de toute façon, c'est tentaculaire. Il faut commencer à faire attention à tout. Mais bon, d'un autre côté, ça nous rend plus adultes. Oui. Éric Aubin, en vous écoutant, effectivement, vous l'avez dit, il faut temporiser, prendre le temps, bien respirer, regarder un petit peu ce qu'il en est, et puis pas trop rester seul finalement, parce que ces personnes-là, elles sont malines pour culpabiliser, pour isoler les victimes. C'est leur cible préférée. Il y a des manipulations mentales. Absolument, oui, elles ont beaucoup de ressources. Les voix sont toujours des gens très sérieux, ça paraît tout à fait crédible. De toute façon, ils savent que s'ils ne sont pas complètement crédibles, ça ne se passera pas bien. Voilà, donc ils ont plein de moyens. Un grand merci à vous, Éric Aubin, pour cette chronique. On va se retrouver une fois par mois derrière ce micro pour sensibiliser les auditeurs donc à ces arnaques et comment surtout les prévenir. C'est donc la fin de ce 11-12. Je remercie les auditrices et les auditeurs pour leur fidélité à ce programme. On se retrouve demain dans le 11-12, même station, même heure. Prenez soin de vous.